Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la suite de l'histoire que nous avons commencée la semaine dernière avec Brutal. L'histoire folle, terrifiante du clone parfait de Superman. Un être concentré de puissance, de force brute et fureur, possédant aussi une rage sans égale. C'est la deuxième partie de l'histoire, donc si vous voulez suivre correctement l'histoire, je vous invite à aller voir la partie 1 qui vous mettra dans l'histoire et vous comprendrez certainement le pourquoi du comment. C'est important pour mieux comprendre la suite et surtout la force et la folie de ce personnage qui, dans le temps, représentait l'espoir de l'humanité. La force ultime de l'humanité, l'être imbattable, le mur absolu de la Terre. Enfin bref, vous avez compris, c'était le grand frère qu'on appelait quand on avait des gros problèmes. Bien sûr, je parle du Superman original de ce monde. Pour rappel, nous nous sommes arrêtés au moment où Brutal, qui s'est manifesté comme étant Superman et revendiqué ce nom, avait mis en échec l'armée mondiale mais aussi l'équipe de héros venus pour l'arrêter. Détruit le casque de Dr. Fate mais aussi sa conscience. Ce n'est pas tout car après avoir récupéré les scientifiques qu'il était venu récupérer, il libéra l'armée de Parademon. Une armée terrifiante conduite par l'une des guerrières qui accompagnait Brutal. Une guerrière appelée Begiller, qui avait aussi mis en échec Dr. Fate qui ne pouvait combattre contre cet être. Alors comme vous le savez, pour celles et ceux qui ont suivi la première partie, Batman, enfin un être ressemblant à Batman, avait décidé d'aider l'humanité et non être du côté de Brutal. Et Batman voulait partir de cet endroit. Mais le Major n'était pas vraiment d'accord. À ce moment-là, Olsen dit à Batman que la raison pour laquelle il a été enfermé, la raison pour laquelle ils sont venus le chercher, cette raison se trouvait ici. Ce que ne comprenait pas vraiment Batman. Qu'est-ce que cela voulait dire? Eh bien, il parlait de l'alien. Il avait hacké les fichiers personnels de Sloan et a trouvé des informations sur un être qu'il qualifie d'alien. Ce qui était encore plus intéressant, c'est que même le Major qui dirigeait ces lieux et avait connaissance de tout ce qui se passait dans ces lieux n'en savait rien. C'est parce qu'un politicien détenant un grand pouvoir avait décidé de confier la responsabilité de la science de leur armée mondiale au plus gros salaud du monde. L'un des connards les plus maléfiques à avoir foulé cette terre. Un homme appelé Terry Sloan. Alors pour celles et ceux qui se demandent qui cela pourrait bien être, eh bien c'est ce type-là. Oui, celui qui a été amené par Brutal, plutôt capturé. La situation était très grave et c'était une question de parole. Soit ils croient au dire de cet enfant et lui font confiance, soit ils n'y croient pas. Et d'ailleurs, le Major dira même qu'il n'y avait pas de sous-sol dans ces lieux et il se trouvait dans le dernier niveau. Mais après quelques instants, Red Tornado, qui est désormais Lois Lane, confirme les dires d'Olsen. Il y avait bien un sous-sol avec des gens. C'est là qu'interviendra la reine Aquawoman qui ouvrira un passage menant au sous-sol. Mais cet endroit était sous haute surveillance. Un canon extrêmement puissant fut utilisé pour l'arrêter. Malheureusement, cela n'avait pas fonctionné. La résistance de la reine d'Atlantis était bien supérieure. Elle se présentera comme étant Merella, reine d'Atlantis, mais aussi celle qui règne sur toutes les mers de ce monde. Elle leur dira, bien sûr avec la plus grande des sagesses et gentillesses, qu'il ferait mieux de dégager et de ne faire aucun bruit, sinon elle fera en sorte de sortir chacun des molécules de leur corps. Alors, me demandez pas comment, je veux même pas savoir. Je sais juste qu'elle pourrait le faire, alors ne la dérangeons pas. Personne ne savait ce qui se trouvait derrière la porte. Mais Batman demande à Red Tornado de se préparer car si cette personne est violente, il va falloir l'arrêter avec tout ce qu'ils ont. Mais au moment où Aquawoman voulut ouvrir la porte, l'un des soldats qui gardait la porte intervient en disant qu'il n'est pas dangereux. S'ils ouvrent la porte avec une telle violence, il pourrait lui faire peur. Alors ce même soldat décide pour que ça ne soit pas trop violent de leur ouvrir la porte. Quelle fut leur surprise de trouver ce qui semble être un humain à l'intérieur. Un humain qui les salue avec un grand sourire. Bon, c'est plutôt sympa tout ça, mais qu'a fait Brutal depuis tout ce temps? Eh bien, au même moment, Brutal, aux yeux du monde, conduit les personnes qu'il avait capturées à Washington. Je dis aux yeux du monde car au même moment, les caméras étaient braquées sur eux comme il l'avait demandé. Brutal savait que les symboles étaient importants en ce monde. Les humains avaient construit des monuments pour manifester leur puissance, leur force. Et il était temps pour eux de montrer leur
leur symbole de puissance. Pour que l'humanité n'oublie pas les événements, pour que cet événement soit marqué dans leur esprit, Brutal arracha l'obélisque de Washington avant de le balancer sur le Capitole. De quoi traumatiser l'humanité, enfin une grande partie de l'humanité. Le message était assez simple et assez violent. Le message était: vous n'êtes plus en sécurité. Vos héros ne sont plus là. Les forces de l'ordre ne peuvent rien faire face à lui. Qui reste-t-il? Puis se présente devant le monde disant qu'Apocalypse se meurt. Mais cela ne les a pas tués. Désormais, ils sont en quête de nouveaux mondes pour faire revivre Apocalypse. Leur monde sera préparé pour cela. Les paradémons sont envoyés à travers le monde pour anéantir toute résistance. Les faibles mourront tandis que ceux qui lutteront, qui seront forts pour défendre leur propre existence, pourront les rejoindre. Ceux étant choisis devraient se réjouir car toute la gloire est à Darkseid. Ils les ont capturés et les ont amenés ici. Alors Sloan demande pourquoi Darkseid ne se montre pas. La raison pour laquelle ils les ont capturés, c'est parce qu'ils étaient les deux esprits les plus brillants de la Terre, qui avaient eux deux voyagé à travers les mondes. Ils voulaient les utiliser pour créer un tube assez grand pour pousser la Terre dans l'espace d'Apocalypse. En gros, déplacer la Terre vers Darkseid. Bedlam était confiant car il pouvait contrôler les esprits. Aucune rébellion n'était autorisée. Lorsqu'il utilisa son pouvoir sur Sloan, il remarqua que Sloan avait déjà élaboré un plan pour les détruire. Mais avait aussi remarqué une chose qu'il cachait au plus profond de lui. Sloan est un véritable monstre. Alors au même moment, l'équipe de Batman est entrée en contact avec cet alien. Batman lui demande pourquoi est-il enfermé dans ces lieux. Mais cette personne ne voyait pas les choses de la même façon. Pour lui, il n'était pas enfermé, mais plutôt gardé pour sa propre sécurité. Et d'après ce que lui a dit Sloan, il pouvait aller où il voulait. Ils savaient tous qu'il avait été trompé et manipulé par Terry Sloan. Mais étrangement, après quelque temps à discuter, il ne se sentait pas bien, à tel point que ce dernier s'effondre au sol. À ce moment-là, il pensait que c'était Batman qui lui faisait du mal. Comment? Il ne savait pas. Alors Batman sortit son collier et dit qu'il semblerait qu'il soit un Kryptonien de même titre que Superman. C'est un autre Superman. Après cela, ils décidèrent ensemble de sortir. Mais les bruits à l'extérieur n'annonçaient rien de bon. Alors avant de sortir, Batman dit à la reine Marella que sa protection serait nécessaire. Quant à l'enfant Olsen, Batman leur dit qu'il pouvait absolument tout enregistrer avec sa mémoire. C'est pourquoi ils devaient le protéger du mieux possible. Et pour cela, ils ont bandé ses yeux. À l'extérieur, c'était un massacre, une guerre totale. Alors Batman demande à Lois de prendre le Kryptonien et Olsen et se rendre à des coordonnées secrets qu'il leur donne, ceux de la Batcave. Mais étrangement, Lois connaissait déjà cet endroit, ce qui avait troublé Batman. Et pour rappel, le Batman de ce monde est mort. Et celui-ci est simplement le clone de Batman. Donc c'est normal qu'ils ne connaissent pas vraiment Lois. Alors Batman avait absolument tout prévu comme d'habitude, car viendra un peu plus tard Hawkgirl pour les aider à partir de cet endroit en toute sécurité. Tout est parti si vite. Il y a peu, l'être qui se considérait comme étant seigneur de la Terre, Steppenwolf, fut tué. Sa mort laissa une blessure gigantesque sur la Terre causée par son meurtrier brutal. Des millions de personnes sont mortes en un instant, mais quelque chose ne pouvait mourir. Une lumière verte éclaira le lieu où Green Lantern avait été massacré, humilié par Brutal et Steppenwolf. Quant à Batman, dans leur tentative de fuite, les paradémons les ont traqués. Avec sa force et étant dans son milieu naturel, la reine d'Atlantis les noyera tous. Après cela, la reine remerciera Batman de l'avoir libéré et Batman lui dira que cette guerre n'affectera pas seulement le monde de la surface. Cette guerre affectera les fonds marins. En guise de remerciement, mais surtout d'union de leurs forces, elle donna un objet à Batman disant que lorsqu'il sera près de la mer, il pourra l'utiliser et la mer répondra. En d'autres termes, un objet permettant d'appeler les forces d'Atlantis. Et après cela, la reine est partie rejoindre son peuple. Alors il faut savoir qu'il y a deux Dr. Fate dans ce monde. L'un vient d'un autre monde et l'autre appelé Khalid, ou plutôt Khalid Ben Hassin. Je sais, j'ai pas la meilleure prononciation, mais je pense être un peu juste. Donc je vous disais que l'autre est appelé Khalid Ben Hassin et ce dernier était protégé jusqu'à maintenant par Red Arrow. Alors il semble aussi que ce dernier ait un peu perdu la raison comme l'autre Dr. Fate. Eh bien ce dernier voyait tellement de choses qu'il sortait des choses aléatoires.
de sortes de prophéties. Il n'était pas le seul à être dans un sale état, puisque Val-Zod avait aussi été traumatisé par Batman. Et lorsque Batman vient le voir, eh bien ce dernier se met dans tous ses états lui demandant de partir. Et pour le rassurer, Batman lui dira que la kryptonite en sa disposition ne lui fera plus de mal. Lois interviendra aussi pour le calmer en discutant avec lui. Et vous allez rire car la situation est juste à mourir de rire. Val-Zod demande de ne plus retourner dehors. Alors Lois cherche à comprendre en demandant cela faisait combien de temps il était enfermé, ce que Val-Zod ignorait. Il était l'un parmi les 4 à être envoyé au-delà de leur monde. À la différence de Superman, après avoir discuté avec lui, Lois comprit que contrairement à Clark, eh bien lui avait vécu toute sa vie dans une capsule. Et c'est là où c'est vachement drôle, car Batman pète les plombs en disant limite « Putain, fallait que je tombe sur un Superman agoraphobique ». En gros, qui avait peur des lieux publics où il y avait beaucoup de monde. Et sa réaction est pour ma part tout à fait normale, car comme il le dit, le monde est en feu. Il est sur le point d'être conquis et la seule personne capable de tenir tête à Superman est agoraphobique. Il n'avait pas le temps pour ces conneries. Il fallait qu'il se réveille et il fallait des actes. Car au même moment, Superman détruisait la surface de la Terre, disant qu'il n'y avait qu'un seul maître et qu'il fallait propager sa gloire. Il fallait les déchirer, les détruire. Chaque lieu de culte, chaque église, chaque cathédrale, toute synagogue, tout temple, chaque sanctuaire aux fictions qu'ils ont inventées, chaque statue qu'ils avaient érigée aux fausses idoles, il fallait leur faire comprendre, leur faire prendre conscience de leurs mensonges. Car pour lui, il n'y avait qu'une seule divinité, un seul être qui pouvait être vénéré. Il n'y avait que Darkseid. Alors que Superman détruisait le monde, un autre disait qu'il ne voulait pas sortir et ne voulait faire de mal à personne. Et après une longue discussion parlant principalement de Superman et de son état actuel, Lois réussit enfin à le raisonner et à le faire sortir dehors. Et à peine sorti en contact avec le soleil qu'il sentit sa force augmenter, sa puissance augmenter. C'est ainsi que commence l'histoire de Val-Zod, l'histoire de l'homme qui portera le symbole de Superman. Bon, vous excitez pas trop, pour le moment c'est une tapette. Non, faut dire les termes, donc va falloir attendre encore un peu avant de voir ce qu'il peut réellement faire. Car au même moment, alors qu'un Superman était en train de chialer, un autre faisait un sacré carnage. Ayant détruit la quasi-totalité des postes de commandement, il s'est rendu au dernier poste de commandement de l'armée mondiale se trouvant à Moscou. Durant cette bataille, alors que les autres évacués, ceux pouvant être sauvés, eh bien Atom qui retenait Superman se fait trancher le bras. En plus de cela, Superman prendra son bras et le mettra KO avec son propre bras. Voyant cela, Wesley Dodd ne pouvait rien faire et donc décide de prendre la fuite à travers un portail. Les informations vont extrêmement vite. Superman, après avoir fini avec eux, prit direction vers une autre cible. Et dans la Batcave, le jeune Olsen informe que toutes les bases de l'armée mondiale se trouvant dans les grandes villes ont perdu. Ce n'est pas tout, car il informe aussi que d'après les rapports et quelques images de divers sites de bataille, un homme appelé Sandman, alias Wesley Dodd, a ouvert divers portails d'évacuation. Et Superman a vaincu l'armée mondiale entière en seulement 2 jours. Alors là où c'est encore plus drôle, c'est que absolument rien n'allait dans la Batcave. Lois s'occupe d'un enfant perturbé depuis la naissance, Batman s'embrouille avec Red Arrow car Red Arrow demande à Batman de sortir pour trouver un moyen d'arrêter Superman et son armée. Et Batman lui dira gentiment, mais vraiment gentiment, eh ben vas-y frérot, prends tes petites flèches et tes conneries et va avec ça arrêter Superman. Vas-y mon pote. Alors attendez, ce n'est pas tout car Dr. Fate est devenu complètement fou, ce qui commençait aussi à agacer Batman. Il n'y avait personne de sensé dans cette équipe. Batman voulait utiliser le kryptonien Val-Zod pour affronter Superman, mais aussi rentrer en contact avec le reste de l'armée mondiale. Et en parlant de l'armée mondiale, eh bien, ceux ayant survécu se sont rendus en Amazonie, l'ancienne demeure des Amazones qui était protégée par une magie du reste du monde. C'était le dernier refuge de l'armée mondiale. Dans leur discussion, Dodd informe au commandant Khan qu'il y avait encore beaucoup qui avaient pu s'échapper à l'extérieur. Dans le monde entier, il n'a
pu évacuer moins de 100 000 de leurs soldats, ce qui était vraiment très peu pour une armée mondiale. Et c'est aussi ce qui restait de 10 millions de personnes qui étaient sous ses ordres. Une des agents vient voir Khan en informant qu'ils ont été exclus du système de communication du gouvernement mondial par un protocole appelé Project Beyond. Lorsque Khan eut cette information, il demande que l'on contacte immédiatement Atlantis. Mais qu'est-ce donc cette chose appelée Project Beyond? Eh bien, c'est une sorte d'action de dernier espoir. Une entreprise à financement public secrètement créée et qui a vu le jour il y a 5 ans lors de la première guerre d'Apocalypse. La guerre qui a tué les plus grands héros de ce monde. C'était un vaste réseau de tunnels souterrains, tous menant à une chambre de la taille d'une ville. Les gens étaient conduits par une merveille moderne, l'un des projets les plus ambitieux jamais tentés par l'humanité, l'arche spatiale. Une dernière chance de vivre au-delà d'une planète condamnée et les gens se pressent car le début de lancement était dans 5 minutes. Les dirigeants mondiaux, les gens les plus importants se battent désespérément entre eux, criant, mordant, griffant pour ne serait-ce qu'avoir une place, une chance d'abandonner le monde qui les a vus naître. Au final, ce n'est pas toute l'humanité qui a pu avoir cette chance. En plus de cela, ceux encore présents dans la chambre de lancement vu leur salut potentiel se transformer en leur disparition. Ils furent tous annihilés par les propulseurs de l'arche. Il y avait aussi des avions de combat plus petits qui servaient d'entourage, qui étaient conduits par des pilotes hautement qualifiés prêts à se sacrifier pour le salut de l'arche, afin que l'arche puisse atteindre l'orbite. Sans oublier que l'arche possédait une puissance assez remarquable, une vitesse auparavant inimaginable pour l'humanité. Ce projet était au-delà du summum de la réussite humaine. Mais malheureusement pour l'arche, cela n'était pas assez. Pas assez pour échapper à Superman. Pas assez pour mettre à l'abri ces personnes qui avaient abandonné leur monde en quête de salut. Cela était la fin. La fin de l'espoir que ces gens avaient encore. La fin de tout. Des corps flottaient dans l'espace telle une colonie de fourmis. C'est à ce moment-là que le commandant Khan réussit à rentrer en contact avec Atlantis. Atlantis qui était la plus ancienne ville de ce monde, s'élevant du cœur du triangle du dragon dans la mer des Philippines. Entré en contact avec eux, Khan voulut parler avec le gouverneur Alorok. Mais ces derniers refusent catégoriquement d'ouvrir la discussion. La raison est assez simple. Eh bien, pour rappel, la reine avait été capturée et enfermée dans un bunker, une forteresse détenue par l'armée mondiale avant d'être libérée par Batman. Et l'armée mondiale avait placé une marionnette pour contrôler les Atlantes. Et au même moment, l'armée mondiale se fait hacker par une personne inconnue. Lorsque Khan voulut fermer le réseau pour ne pas donner leur position, une personne leur demande d'attendre. Une seule personne pouvait faire cela, à savoir hacker l'armée mondiale en l'état actuel. Cette personne était le petit garçon Olsen. Et Olsen s'entendait plutôt bien avec la reine, après le temps qu'ils ont passé ensemble. Enfin bref, il faut savoir aussi qu'au même moment, beaucoup de choses se passent. Car de l'autre côté, Bedlam essayait de prendre le contrôle de Sloan et Michael Holt. Et à ce moment-là, on apprend aussi qu'il a pris le contrôle de Mr. Miracle. Un personnage mine de rien qui reste tout de même très important dans les conflits des mondes concernant Apocalypse et d'autres mondes. Et on apprend que lorsque Bedlam prend le contrôle sur un esprit, cela n'impacte pas la personnalité. Ce qui veut dire qu'il contrôle des personnes et ces personnes restent les mêmes qu'avant. Mais en discutant avec Sloan, il remarqua que ce dernier essayait de l'éviter. Après avoir sondé son esprit, il comprit ce qui se passait. Il contacte donc Superman en disant qu'il y a un autre kryptonien en ce monde que cache Sloan. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de l'histoire et comme je l'ai dit dans la première partie, il y aura 3 parties de l'histoire et comme vous aurez compris, la prochaine que nous verrons la semaine prochaine viendra compléter l'histoire de Brutal. Au passage, c'est assez intéressant car en plus de voir cette face sombre de l'histoire de ce personnage emblématique qui est Superman, eh bien nous avons pu voir ensemble quelques personnages assez intéressants qui auront droit chacun à une vidéo prochainement. Je parle ici de Val-Zod, bien
qu'il soit pas très intéressant dans cette deuxième partie de l'histoire. Pour la partie finale, il est beaucoup plus intéressant et montre une phase de lui qui est beaucoup mieux. Et aussi de The Flash. Je pense vous conter prochainement son histoire pour comprendre comment il est devenu The Flash dans ce monde. Je me rappelle avoir vu son histoire quelque part. Si je la retrouve, je vous ferai une vidéo sur lui. Bien, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre ce petit navire qui ne cesse de s'agrandir. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos et passez une excellente soirée et ciao!